Il ne vous a certainement pas échappé que le RPG est à la mode dans les mondes ouverts. Assassin's Creed Origins, Odyssey, Valhalla, Horizon Zero Dawn ou encore Forbidden West sont autant de titres qui ont puisé les grandes idées de leur game design dans un jeu en particulier, The Witcher 3. C'est une recette qui peut s'avérer efficace, mais qui montre également ses limites. Par exemple, j'ai joué à un certain Hogwarts Legacy. Au début du jeu, il y a forcément un petit sentiment magique, sans mauvais jeu de mots. Boudlard est grand, agréable à visiter, on cerne tous les petits clins d'œil forcés au film, puis au bout de quelques heures, les balais retombent. Les défauts du jeu me sautent au visage. La construction est extrêmement répétitive, le scénario ennuyeux au possible, le loot est vomitif et l'open world est inintéressant. Je l'ai tout simplement drop après plusieurs dizaines d'heures de jeu. Pourtant, le jeu a été acclamé par les critiques, et c'est un vrai carton commercial, car on peut objectivement dire qu'il remplit le cahier des charges actuel du AAA RPG moderne. C'est clairement un héritier de The Witcher 3 dans sa construction narrative, ses inspirations visuelles et ses plans de caméra durant les dialogues. Mais malgré tout mon amour pour Geralt de Rive, cette formule me fatigue de plus en plus. Triste, je décide de me relancer une partie d'un RPG qui a lui-même inspiré les aventures du sorceleur, le mythique Skyrim. Je prends un plaisir monstrueux à redécouvrir le titre de Bethesda. Ce jeu, comme son prédécesseur Oblivion, sont pour moi les meilleurs RPG AAA de leur époque. Et il était temps que je me pose devant un clavier et que je m'explique pourquoi j'aime autant ces jeux. The Elder Scrolls, pourquoi c'est mieux? Bienvenue pour ce nouvel épisode de Ninja Loot. L'histoire de Bethesda commence en 1986 avec Bethesda Softworks. La compagnie a alors des ambitions modestes et développe des jeux pour micro-ordinateurs, comme cela se faisait beaucoup à l'époque. Jeux de football américain, jeux de hockey ou encore spin-off de Terminator, on a bien du mal à voir venir ce goût pour les RPG. C'est en 1994 qu'un certain Todd Howard intègre l'entreprise. Fraîchement sorti de ses études, pour lui c'est une bonne occasion de se voir offrir un premier job dans cette boîte, puisqu'il appréciait déjà leur production. Sa première mission sera de porter sur CD-ROM un titre mystérieux déjà conçu par une petite équipe de collègues, The Elder Scrolls Arena. Malgré sa quête ultra kitsch, Arena est un titre d'une sacrée ambition pour l'époque. Il était pensé comme une version améliorée de Wizardry 7, sorti en 92. Le but est de créer un RPG aussi ambitieux mais en utilisant la 3D qui commençait à émerger. Même si les personnages et objets restent des sprites, le fait d'avoir des donjons, plaines et autres villages entièrement en 3D apporte une envie d'aventure dans les terres de Tamriel, et qui plus est, la map est gigantesque. Parmi les têtes pensantes du projet, on peut citer Ted Peterson, qui apportera beaucoup des premiers éléments de l'univers de TES, que ce soit les premiers éléments du lore profond ou l'ambiance générale de chaque région. L'équipe tient une bonne base, et il ne reste plus qu'à l'étoffer pour une suite encore plus ambitieuse. Nous sommes en 1995, et Todd Howard est reparti bien loin de la fraîche licence Elder Scrolls. Le voici responsable du projet Terminator Future Shock, le premier jeu véritablement entièrement en 3D de Bethesda. Une fois ce dernier sorti, l'équipe de Terminator va être appelée à la rescousse sur un projet qui galère à sortir, The Elder Scrolls 2 Daggerfall. Cette nouvelle aide permettra de sortir le jeu en 96, 2 ans après le premier épisode. Si Arena était une belle ambition, Daggerfall est d'une ambition folle pour l'époque. On reprend la formule et on améliore tout. La 3D est plus belle et plus complète, les sprites sont plus détaillés, il y a un véritable design sur les donjons, la caméra offre une vraie verticalité, la customisation de personnages est bien plus poussée, bref c'est un jeu plus immersif avec un scope massif. Et c'est sans parler de la superficie absolument gigantesque du monde de Tamriel, équivalent à celui de l'Allemagne dans la vraie vie véritable. Alors oui, tout n'est pas minutieusement scruté à la main, les décors finissent par se ressembler dans chaque région, mais le jeu est dingue. Bethesda fixe Elder Scrolls comme une licence qui semble prometteuse et partie pour durer. Maintenant devenu Bethesda Game Studio, l'équipe se sert de l'expérience apprise avec l'univers entièrement en 3D du spin-off The Elder Scrolls Legend Redguard, un jeu d'action-aventure, pour commencer à créer la technologie de la véritable suite. Cependant, les spin-offs Battlespire et Redguard ont été des déceptions commerciales. Morrowind est donc pensé comme le tout pour le tout. Pour les développeurs, il faut utiliser le maximum pour créer le jeu dont ils ont toujours rêvé. L'une des grandes forces de Morrowind est son dépaysement total, imaginé comme un monde extraterrestre. Selon un des développeurs, cela pourrait se résumer à « Et si Star Wars avait été une histoire d'heroic fantasy ?» Le titre est une véritable évasion dans l'architecture, la culture et la nature qui entourent les elfes noirs. Morrowind propose de nombreuses quêtes annexes avec leurs propres péripéties. La possibilité de dialoguer avec les PNJ en abordant divers sujets et en revenant dessus, le tout inclus dans une trame qui influencera sur l'histoire de la région. Le titre offre une nouvelle ambition narrative, tout en continuant de pousser les possibilités en termes d'immersion et d'ouverture roleplay.
Après avoir été approché par Microsoft durant le développement, Bethesda proposera Morrowind sur Xbox en 2002, une première pour la série. Il fera partie des meilleures ventes de la console avec la saga Halo. Aucun doute pour le prochain épisode, il devra être pensé comme un jeu PC et console. Si Morrowind était les livres du Seigneur des Anneaux, Oblivion en serait la trilogie de films. Sorti en 2006, Oblivion a bien évidemment été influencé par la trilogie de Peter Jackson, sortie entre les deux jeux. Ainsi, même s'il est visuellement moins inspiré que Morrowind, le 4ème épisode reste une prouesse technique jamais vue pour l'époque. L'équipe a voulu pousser au maximum toutes les technologies possibles, sans même réellement savoir ce que la Xbox 360 avait dans le ventre. Les terres de Cyrodiil sont toujours plus immersives, colorées et vivantes. Chaque PNJ possède sa propre routine, les villes sont organiques, et chaque habitant possède sa maison. Chaque village possède ses spécificités, ses guildes locales, et bien sûr ses fameux gardes, qui se feront un plaisir de vous arrêter dès que vous aurez mis un doigt dans la purée. Pas un pas de plus, vermine! De plus, contrairement à Morrowind, tous les PNJ sont doublés, ce qui bien sûr restreint le choix de dialogue, créant une petite division dans la fanbase. Mais quoi qu'on en dise, Oblivion est clairement un RPG d'une nouvelle génération. Son monde ouvert invite à l'exploration, et son ambiance tantôt relaxante tantôt loufoque, et parfois intrigante, en font mon épisode préféré de la licence. Son worldbuilding est également ingénieux, avec une cité impériale qu'on peut quasiment tout le temps apercevoir dès qu'on tourne le dos, nous servant d'une espèce de boussole naturelle. C'est une idée qui sera reprise plus de 10 ans après dans Zelda Breath of the Wild, avec le château d'Hyrule. Pour dire à quel point Oblivion, même s'il est moins populaire que sa suite, reste une étape importante dans le design des RPG modernes. Après avoir continué de se faire la main sur les machines HD avec Fallout 3, Bethesda commence à tenir sa formule maison. Des RPG en monde ouvert avec de nombreuses quêtes et une liberté de choix et de progression pour le joueur. L'équipe de Todd Howard est ainsi plus confiante pour créer un nouveau Elder Scrolls qui va améliorer les bases d'Oblivion. En utilisant Bord de Ciel comme setting, l'équipe permet d'offrir des paysages moins vanilla qu'Oblivion, mais également moins loufoques que Morrowind. Un espèce d'entre-deux équilibré. Les développeurs avaient peur au début que ce ne soit que de la neige, heureusement les directeurs artistiques ont réussi à créer de grosses variétés de paysages. Les panoramas varient ainsi, la toundra, de la plaine gelée, des montagnes, des forêts variées, des plages ou encore des décors plus automnales. Skyrim a clairement de nombreux paysages marquants, que ce soit Solitude et sa formation suspendue, ou la vue incroyable dans les hauteurs du Haut-Hrothgar. Skyrim a bien plus marqué les joueurs que ses prédécesseurs. Certes, cela peut s'expliquer par sa grosse campagne marketing ou sur l'essor de YouTube jeux vidéo au même moment, mais ce n'est pas tout. Bethesda a créé une aventure certes plus accessible, mais également plus immersive et épique. Proposer de pourfendre des dragons en leur criant dessus, c'était une proposition parfaite pour une génération qui avait grandi avec de l'heroic fantasy un peu partout. Maintenant que nous avons cette historique en tête, j'aimerais qu'on se concentre sur les deux derniers épisodes de la série, Skyrim et Oblivion, en abordant plusieurs points qui font que pour moi ces jeux sont uniques dans le paysage du AAA moderne. C'est clairement ce qui a été l'ambition de la saga depuis ses débuts. Alors même si maintenant ça paraît quelconque et peu extravagant de faire un open world, dans les années 90 c'était tout autre chose. Cette idée relevait plus du fantasme que du réalisable, surtout quand on commençait à causer 3D. Il y a plusieurs choses qui rendent les open world des Elder Scrolls uniques, et il est important de les relever. Et il y a directement un truc qui m'a agréablement surpris lorsque j'ai relancé Skyrim, et qui me plaît encore plus sachant que j'ai eu le temps de manger des dizaines et des dizaines d'open world entre temps. C'est que la carte n'est pas trop grande. Et demander une carte pas trop grande, je pense que ce n'est pas un tabou en 2023. On a à peu près tous en tête un exemple d'un jeu qui est bien trop grand pour rien. Typiquement, Assassin's Creed Odyssey, que je trouve trop grand et trop vite pour justifier dans tel environnement. Alors oui, ça peut faire de jolis screenshots avec un joli panorama à perte de vue, mais toujours est-il que c'est trop grand pour ce qu'on y fait réellement. La force de Skyrim, c'est qu'il n'en fait pas trop. On passe finalement assez vite d'un point à un autre pour nous donner envie de nous balader sur la route sans utiliser le fast travel tout le temps. Et on sait qu'en se baladant, on trouvera peut-être une grotte, un village ou un temple qu'on n'a pas vraiment pris le temps d'explorer jusqu'à maintenant. Alors je ne dis pas que Skyrim n'a que des lieux intéressants, mais il avait pour lui la force d'être relativement modeste. Et surtout, quand on explore un lieu, on trouvera souvent un petit truc qui le différencie des autres. Cela peut être un simple journal intime dans un camp de bandits qui nous donne du détail sur le pourquoi et du comment ils sont arrivés ici, ou ça peut être un drame sur une petite famille qui s'est installée dans un phare abandonné, pour au final se faire massacrer par des araignées géantes et autres démons. Là où d'autres jeux se contenteraient de mettre des points d'intérêt sans trop réfléchir à leur signification dans ce monde, TES prend souvent le temps de nous l'expliquer, et c'est un effort que je trouve agréable. Une autre force d'Oblivion et Skyrim, c'est leur véritable liberté. Bethesda nous invite vraiment à nous lâcher et à explorer cet environnement de façon non linéaire. Alors bien sûr, j'imagine que beaucoup sont allés à Rivebois en sortant de la première caverne de Skyrim, mais il y a totalement moyen de partir en vadrouille et de commencer notre périple ailleurs. Et c'est aussi cette puissance de nous lâcher que représente l'introduction des deux jeux. Bon, une fois, on va pas prendre l'exemple de celle de Skyrim, que vous avez déjà dû voir 1 milliard de fois, je vais pas vous imposer ça, mais plutôt celle d'Oblivion. On commence en prison, le roi vient nous dire qu'il a rêvé de nous. C'est vous que j'ai vu dans mes rêves.
ce qui est un peu étrange. On l'accompagne plus ou moins tranquillement, puis il finit assassiné et nous dit de retrouver son héritier disparu pour sauver le royaume de la destruction, patati patata. L'introduction d'Oblivion est presque claustrophobe, et rappelle les premiers épisodes de la saga, avec ses couloirs de pierre et de terre jonchés de gobelins et de squelettes. Et c'est également une belle démonstration du moteur physique du jeu, avec les nombreux pièges qui se déclenchent et ceux qu'on peut renvoyer contre nos adversaires. Mais voilà, après avoir passé une demi-heure dans un lieu sombre et froid, nous voici totalement lâchés. Nos yeux dégagent plusieurs points d'intérêt dès qu'on tourne le regard, un lac, un espèce de sanctuaire abandonné, un camp de bandits, un crabe des vases ou encore l'imposante cité impériale juste derrière nous. C'est parti, notre aventure commence. L'introduction d'Oblivion est donc une réussite. Elle nous apprend petit à petit les possibilités du jeu, elle montre à quel point il est bluffant, par exemple le fait de pouvoir récupérer ses flèches. C'est tout con, mais à l'époque c'était peut-être le premier à le faire. Cette introduction nous introduit également les grandes bases de l'histoire. Mais surtout elle nous lâche vite, elle nous invite à partir où nous voulons. Et ça doit certainement vous faire penser à quelque chose, si vous avez joué au GOTY de 2017. Clairement mon trigger numéro 1 dans les action RPG modernes. J'en ai vraiment marre de ce système de loot hérité de Diablo et des looters-shooters. Non, messieurs dames de chez Hogwarts Legacy, c'était pas marrant de devoir récupérer un chapeau de rareté gris, bleu, vert, violet, qui ressemble exactement à celui qu'on avait avant, mais qu'on doit tout de même équiper sous prétexte qu'il a de meilleures stats. On ajoute à ça que l'extension de l'inventaire doit aussi se farmer en faisant des objectifs annexes, et on se retrouve toutes les 20 minutes à devoir vendre ou lâcher des équipements pour progresser. C'est insupportable. Et c'est là où Elder Scrolls avait encore tout compris avant tout le monde. Dans Skyrim et Oblivion, chaque item est unique. Il n'y a pas de variation de rareté. La seule chose qui change, ce sont les effets d'enchantement qu'on peut générer comme on le sent. Ce que je veux dire, c'est que chaque item est un peu unique à sa manière. On sait d'avance ce qui nous intéresse sans avoir besoin de le ramasser. Il n'y a pas de loot jusqu'à l'écœurement, et dès qu'on trouve un nouvel objet, on est d'autant plus surpris. Lorsqu'on récupère une arme stylée ou un gadget rigolo, on va pouvoir le garder des heures et des heures, ou le stocker dans notre maison pour le récupérer plus tard. Là où dans d'autres jeux, on dégage vite notre armure dès qu'on trouve une variation de couleur supérieure. Les items sont trop jetables et rendent leur découverte quelconque, alors que dans Skyrim, on sait que lorsqu'on découvre une nouvelle arme d'Edric, c'est un petit événement. Évidemment, la vue à la première personne est un facteur évident, favorisant l'immersion d'un joueur dans un univers. Même si on peut passer à la troisième personne de temps en temps, les Elder Scrolls sont avant tout pensés comme des FPS. Bref, pour aborder l'immersion des TES, il faut plutôt aborder le monde proposé en lui-même. La non-linéarité des jeux et leur monde ouvert est un vrai plus. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, après l'introduction nous sommes lâchés, et on peut vraiment commencer à construire notre propre aventure. Les PNJ dans Elder Scrolls sont assez uniques, car même si une ville telle que Blanche-Rive paraît minuscule face au gigantisme de Novigrad dans The Witcher 3, Skyrim, Oblivion et même un peu Morrowind tirent leur épingle du jeu sur le fait que chaque PNJ est unique. Chacun a sa propre routine sur la journée, on peut leur parler, et surtout, ils se parlent entre eux. Même si bon oui, des fois dans Oblivion, ce qu'ils se disent n'a pas beaucoup de sens. Bye. Take care. Greetings. Sometimes I just go look. C'est un truc qui manque dans les gros titres modernes. Les personnages ont tendance à rester un peu trop statiques et à être nombreux sans trop de raison. On a l'impression qu'ils commencent à vivre quand notre personnage passe à proximité. Et la vue à la première personne apporte un petit cachet, où chaque personnage que l'on aborde semble presque organique, et la cité impériale dans Oblivion garde une certaine grandeur malgré les années. Un dernier facteur concernant l'immersion que j'aimerais aborder, c'est l'absence de doublage pour le personnage principal. Alors oui, je comprends que lorsqu'on voit le charisme de Geralt de Riv, il est important de lui donner une voix et un acting qui nous permettent de l'apprécier à sa juste valeur. Autant, certains protagonistes d'autres jeux auraient pu s'en passer, tant l'absence de charisme est présente. Et même Bethesda a fait cette erreur avec Fallout 4. Ce qui est regrettable, car dans le 3 et dans New Vegas, l'absence d'acting pour le protagoniste nous permet de nous dire que nous jouons vraiment notre incarnation dans les Wastelands. Et dans Fallout 4, on a juste l'impression de jouer le héros de Fallout 4, ce qui enlève beaucoup de l'immersion roleplay du jeu. C'est dommage, et ça limite encore plus les choix de dialogue, et demande plus de travail aux développeurs pour un résultat assez quelconque au final. Espérons que The Elder Scrolls 6 ne refasse pas cette erreur. Je pense qu'on est beaucoup à avoir laissé traîner l'histoire principale de Skyrim et Oblivion pendant un bon moment. Elles sont pourtant loin d'être désagréables, mais sont volontairement non imposées et d'une durée assez moyenne pour laisser la place au reste. Avoir une intrigue principale non imposée qui n'en fait pas trop donne aux développeurs, designers et scénaristes la possibilité de s'intéresser à d'autres grands axes, ce qui permet de varier les situations et les éléments narratifs. On pense évidemment au conflit qui oppose les sombrages et les impériaux dans Skyrim, mais cela inclut également toutes les guildes, confréries, écoles de magie et autres péripéties qui s'ajoutent à notre aventure. J'aime particulièrement la confrérie noire d'Oblivion, qui se permet des mises en scène surprenantes. Par exemple, il y a une quête qui nous invite à prendre part à une petite sauterie dans un manoir. Le majordome nous accueille en nous disant que nous sommes payés pour éliminer tous les autres invités, qui participent à une espèce de chasse au trésor à l'intérieur du domaine. Il faudra donc éliminer les cibles séparément sans se faire repérer. Après la découverte du premier corps, on prend plaisir à regarder les réactions choquées de chaque personnage, chacun ayant son propre background et son caractère bien marqué.
Le final de la Confrérie Noire est également génial, et ce n'est pas dit que les devs auraient pu apporter un tel soin à ce contenu dit annexe si l'histoire principale était trop copieuse. Alors loin de moi l'envie de vous faire un résumé complet du lore, je vais plutôt vous parler de sa qualité générale, que je trouve assez unique à Elder Scrolls pour ce qui concerne une saga aussi populaire. Le plus gros point fort de l'univers des Elder Scrolls pour moi est qu'il n'évolue que dans le médium jeu vidéo. TES a été pensé comme une franchise vidéoludique, et je suis content de voir qu'il n'a jamais été tenté par une adaptation en film, en série ou en livre. Le lore est exclusif au jeu, et même quand il faut raconter des histoires annexes, les développeurs préfèrent pondre des spin-offs. Ainsi, pour comprendre l'univers qui nous entoure, il faut parler aux PNJ, lire des livres, explorer des tombeaux, rencontrer des entités démoniaques, et faire les liens nous-mêmes. Sans contrainte narrative d'incohérence ou de limitation due à du cross-média, les équipes narratives peuvent eux-mêmes introduire de nouveaux antagonistes et faire évoluer leur univers. Par exemple, les 3 premiers Elder Scrolls abordent la montée en puissance de l'Empire, tandis qu'Oblivion commence à aborder sa chute, qui sera bien évidente dans Skyrim, puisque ce dernier doit se soumettre en partie aux elfes. Et je ne serais donc pas étonné si dans TES 6, l'Empire n'est plus qu'un lointain souvenir. Ainsi, même si l'univers des AAA est déjà envahi de open world RPG très standardisés, je pense que les Elder Scrolls continuent d'être très différents à leur manière. Les autres studios auraient bien à gagner de s'inspirer de l'ouverture ludique et narrative de Bethesda. Bien sûr, le studio a fait un gigantesque faux pas avec Fallout 76, et tous les regards sont maintenant tournés vers Starfield, qui sortira en septembre. Le développeur Xbox ne semble pas avoir le droit à l'erreur. Avec son ambition folle, il pourra peut-être nous aiguiller sur les potentielles forces et faiblesses de The Elder Scrolls 6. J'espère vraiment que ce dernier continuera de garder tous les points forts que j'ai énumérés, qui rendent pour moi ces jeux si uniques. Il y a également le cas d'Avowed, le prochain jeu d'Obsidian, que l'on connaît pour Fallout New Vegas, et qui sera lui aussi édité par Xbox. On voit clairement l'envie d'Obsidian de faire son propre Elder Scrolls, et après avoir tâté plusieurs jeux du studio, j'espère qu'ils mettront la barre bien haute pour inspirer à leur tour Bethesda. Dans tous les cas, tout ceci semble encore très lointain, et j'espère que le reste de l'industrie arrivera à se dégager de cette formule RPG looter uniformisée. Entre leur forcing du contenu annexe pas intéressant, des histoires principales qui n'en finissent plus, ou du loot jusqu'à en vomir, il y aura peut-être de quoi lasser le public à un moment. Ils auraient sans doute intérêt à regarder vers le passé pour mieux construire les jeux de demain. Car des fois la simplicité, c'est pas plus mal, et ça demande moins de travail.